Alors donc, le grand 3 portant sur, les tensions et conflits, dans, la région. Typiquement, je compte, sur vous, pour, suivre ces questions-là, bah, aussi par vous-même en vous intéressant à l'actualité. Alors l'actualité présente est, surdominée, par, la question du coronavirus, mais enfin il y a énormément de choses à lire, sur ces sujets-là. Alors, premier type de conflits qui peuvent être considérés comme mineurs, ce qu'on appelle les conflits d'usage. C'est-à-dire qu'il y a des tensions, comme dans de nombreuses régions d'Afrique, entre les différents usages pour les ressources, puisque les ressources, on l'a vu, elles sont finalement rares. Elles surviennent entre les acteurs locaux, entre par exemple les agriculteurs et les éleveurs, mais aussi entre les agriculteurs et les citadins. En Tunisie par exemple, ou en Mauritanie, ou au Niger, etc., etc., l'eau étant rare, eh bien, ce qui est utilisé notamment dans des villes et même dans des villes sahariennes, dont l'importance, hein, qui croissent véritablement comme des champignons, eh bien l'eau qui va être utilisée par les citadins, ça peut être une eau qui va venir à manquer pour les agriculteurs. Conflit d'usage également entre les firmes transnationales, hein, qui sont, comme partout ailleurs, notamment pour les ressources en hydrocarbures et en minerais, eh bien, qui se livrent à une compétition féroce pour essayer de remporter des marchés et pour essayer de mettre la main sur ces hydrocarbures. On sait qu'à ce titre, eh bien, la Chine est particulièrement active pour remporter des marchés. Alors, les autres causes de conflit, eh bien, peuvent être tout à fait liées à des questions territoriales. Encore une fois, cet espace qui est désertique du Sahara, eh bien, c'est du territoire sur lequel on cherche à mettre la main. Le premier élément concerne tous les conflits armés dans la région, et ils sont extrêmement nombreux. Quasiment aucun des 10 États sahariens n'a été épargné par la guerre au cours des 20 ou 30 dernières années. Il y a eu durant de longues années des conflits, notamment et des tensions entre le Maroc et l'Algérie. Il y a un conflit important entre le Maroc et ce qu'on appelle au sud le Sahara occidental. Si vous regardez sur des cartes, et notamment la carte qui est sur le diaporama, vous verrez une petite limite, des petits tirets rouges. Le sud du Maroc a fait sécession, ce qu'on appelle le Sahara occidental, depuis les années 80. Donc, cette zone donc est en conflit, et vous avez une zone orientale qui est tenue par ce qu'on appelle la République arabe sahraoui démocratique, qui donc a fait sécession et domine une partie donc située à l'est de ce qu'on appelle le Berme. Et le Berme, c'est une sorte de frontière naturelle constituée de sable, et donc qui pose problème dans la région. Il y a bien sûr toute l'instabilité créée par les groupes djihadistes au Sahel, et ils sont nombreux. Vous avez le plus important, regardez bien sur les cartes, vous avez notamment le AQMI, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est une branche qui a prêté, donc des djihadistes qui ont prêté allégeance à Al-Qaïda, hein, donc rappelez-vous, le groupe islamiste responsable des attentats du 11 septembre aux États-Unis. Et donc, ils ont prêté allégeance au Sahel à AQMI et constitué une branche AQMI, donc, enfin Al-Qaïda, donc ici AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, AQMI domine une zone extrêmement large, tout au sud de l'Algérie jusqu'à la Mauritanie, le nord du Mali, le Niger, et perpètre des attentats. Vous avez aux marges du Sahara, aux marges sud, Boko Haram, qui est un groupe islamiste dont les frontières s'arrêtent plus ou moins, l'influence s'arrête plus ou moins au niveau du Sahara, mais on est bien aux portes du Sahara, et sur certains territoires, Boko Haram se dispute justement avec AQMI la maîtrise de certains territoires. Pour des pays comme
le Niger, eh bien, cela crée une instabilité extrêmement importante. Vous avez d'autres groupes comme Ansar Dine et puis un autre Ansar al-Sharia, donc entre la Tunisie et le Maroc. Ces groupes-là, encore une fois, perpètrent des attentats, sont extrêmement dangereux et s'appuient sur le trafic de drogue et d'armes pour financer leurs opérations, acheter des équipements. Dernier élément d'instabilité, mais enfin il y en a beaucoup, c'est la guerre civile qui s'est déclenchée en Libye. Là aussi, il y a beaucoup de choses à lire que vous pourriez retrouver sur Internet. Alors, la Libye a été touchée en 2011 par le printemps arabe, mouvement qui a commencé chez son voisin, donc en Tunisie. La conséquence première, c'est que la Libye s'est, si l'on peut dire, débarrassée du dictateur qui l'a dirigée depuis des décennies, à savoir Muammar Kadhafi, et ce qui était donc une première victoire en soi, mais ensuite, eh bien, le pays s'est complètement délité. Vous avez depuis 2011 un état de non-droit. En plein chaos politique, économique, et c'est une zone aujourd'hui de trafic qui est regardée de loin par les autorités internationales, mais qui interviennent fort peu. Et c'est un état extrêmement instable. Un certain nombre de flux migratoires donc passent par la Libye, mais c'est une zone extrêmement dangereuse pour les migrants qui cherchent à éviter la zone, même si ce n'est pas toujours évident. Et donc vous avez cette guerre civile entre le gouvernement reconnu par la communauté internationale et puis donc par une coalition islamiste libyenne. Donc une situation en Libye qui est extrêmement difficile et qui est donc juste aux frontières de l'Europe et qui est extrêmement problématique. Alors que fait la communauté internationale? C'est notre petit 3, la communauté internationale, elle essaye d'intervenir dans la région. Pourquoi? Eh bien, les raisons sont complexes. Ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, ce sont les intérêts économiques, bien sûr. On a parlé des intérêts liés à l'extraction des ressources, mais pas seulement. Sur le plan, par exemple, du contrôle des flux migratoires, l'Europe a besoin que les pays soient stables et a besoin que les pays d'Afrique et notamment les pays du Sahel contrôlent la population et si possible la jugulent. Dans une phase de chaos, c'est impossible pour ces États d'intervenir et pour maîtriser les flux migratoires comme le souhaiteraient les pays européens et notamment la France. Et puis donc la France est présente et a toujours été présente dans la région depuis la fin de la colonisation, puisque c'est dans cette région que se situait le cœur du territoire colonial français. Et donc la France a toujours tissé et maintenu des liens très importants, c'est ce qu'on appelle notamment la France-Afrique, et ce qui explique qu'elle a notamment toujours maintenu une présence militaire dans la région. Elle a eu pendant très longtemps, la France, une très grande base militaire qu'elle a maintenue, notamment en Centrafrique. Alors la Centrafrique, c'est pas au Sahara, mais c'est pas très très loin. Toujours est-il qu'avec la multiplication de groupes terroristes et la menace constituée par ces groupes terroristes, eh bien, la France a été amenée à intervenir à 2 reprises. Son intervention n'est pas terminée. En 2013, il y a une première opération, c'est l'opération Serval au Mali, hein, plus spécifiquement suite à des attentats djihadistes. Ce qui se passe, c'est que les djihadistes dominaient tout le nord du Mali et qu'ils menaçaient d'occuper tout le sud du pays, avec le risque de transformer l'intégralité du pays en un pays tout simplement islamiste. À ce moment-là, donc la France est intervenue en 2013, donc via l'opération Serval, qui s'est transformée en 2014 en opération Barkhane. Alors Barkhane, c'est la plus grosse opération, le plus fort contingent de militaires français à l'étranger.
c'est 3500 militaires avec une présence lourde de véhicules de l'armée française et avec, vous savez, de très nombreuses opérations qui y sont menées. Ce que cherche à faire la France, donc le président Hollande et depuis 2017 le président Macron, c'est que les pays du Sahel prennent le relais. Bien sûr, tous les pays, qu'il s'agisse des États-Unis au Moyen-Orient ou de la France ici au Sahel, n'a pas, en tout cas officiellement, vocation à maintenir son armée pour une durée illimitée. Pourquoi? Parce que c'est très coûteux. Vous avez du matériel sur place, vous avez des hommes, et tout cela coûte une fortune. Et puis, parce que cette présence d'une armée étrangère suscite l'hostilité des populations. Et donc, a été créé un groupe informel s'appelant le G5 Sahel, donc la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso. L'idée est de multiplier et de permettre la coopération de ces 5 pays et ensemble de pouvoir lutter contre la menace djihadiste. On ne perd pas de vue qu'on a là certains des pays les plus pauvres du monde, comme le Niger, et que ces pays à la fois revendiquent une souveraineté bien compréhensible et demeurent dépendants de l'intervention d'une armée française, encore une fois, qui suscite de plus en plus l'hostilité des populations et qui n'ont pour l'heure pas réussi à éradiquer la menace djihadistes dans la région. Donc vous avez souvent des populations qui sont prises en étau entre une menace djihadiste très forte avec des attentats qui sont perpétrés, avec des viols qui sont commis. On sait également que ces groupes terroristes ont tendance à mener des enlèvements. Ces enlèvements permettent de créer une menace et de maintenir une menace sur la région et bien d'obtenir des rançons. Et on sait qu'un certain nombre de Français ont été enlevés par ces groupes terroristes. Ce qui fait que, bien sûr, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères français, déconseille fortement aux Français et aux autres ressortissants, de toute façon, de se rendre dans ces régions-là. Ce qui explique, pour l'anecdote, que depuis une dizaine d'années au moins, la grande course, le rallye automobile du Paris-Dakar, ne se déroule plus dans cette région du monde au regard. Souvent, il passait par le Maroc, la Mauritanie, parfois un peu par l'Algérie, et bien la course ne se déroule absolument plus là-bas puisque c'est devenu extrêmement dangereux.